Mon frère a ricané. Ton gamin n'ira nulle part dans la vie. Toute la table s'est mise à rire. Sauf mon fils, qui est devenu silencieux. J'ai simplement dit, bon à savoir. Je vais annuler le virement automatique pour l'école d'art de ta fille. Mon frère m'a dévisagé. C'était pour les 70 ans de ma mère, et elle avait organisé ce dîner comme si c'était un mariage princier. Nous étions tous là. Moi, mon mari Marc, notre fils Julien, mon frère Jérôme, sa femme Mélanie, leurs 2 filles parfaites, et quelques membres de la famille élargie qui savaient toujours comment arborer un faux sourire et boire juste assez de vin pour dire quelque chose d'inapproprié au moment du dessert. Le dîner avait lieu dans un restaurant un peu guindé du centre-ville. Maman avait réservé un salon privé, probablement pour s'assurer que les drames familiaux ne se déversent pas sur la place publique. Trop tard. Julien venait d'avoir 13 ans. Il n'est pas du genre bruyant. Il ne se met pas en avant. C'est le genre de gamin qu'on oublie dans les réunions de famille parce qu'il n'est pas en quête désespérée d'attention comme les filles de Jérôme, qui ne laissaient jamais passer un seul instant sans rappeler à tout le monde à quel point elles étaient talentueuses. L'une chante, l'autre danse. Elles vont toutes les 2 dans une école d'art privée qui coûte plus cher par an qu'une année à l'université. C'est moi qui paie pour ça, d'ailleurs, discrètement chaque mois, juste pour aider. Julien, de son côté, avait apporté un stylo et dessinait sur une serviette en papier. Il dessine toujours quand il est nerveux ou qu'il s'ennuie. Je pouvais dire que c'était les 2. Puis est arrivé le moment qui tourne encore en boucle dans ma tête. Jérôme s'est penché en arrière sur sa chaise, suffisamment grisé par le cabernet et sa propre importance. Il a regardé Julien, l'a observé une seconde, puis a ricané. Il a vraiment ricané, puis il l'a dit. Ton gamin n'ira nulle part dans la vie. La table a ri comme s'il venait de raconter une blague pleine d'esprit. Vous savez, ce genre de rire un peu forcé que les gens ont quand ils ont peur de ne pas participer? C'était ça, sauf pour Julien. Il a arrêté de dessiner. Ses yeux ne clignaient même pas. J'ai regardé Jérôme droit dans les yeux et j'ai dit, bon à savoir. Je vais annuler le virement automatique pour l'école d'art de ta fille. C'était comme laisser tomber un verre et le regarder se briser au ralenti. Jérôme n'a rien dit. Mélanie est devenue blême. Ma mère ne m'a pas regardé, elle a juste pris son verre de vin et a murmuré, ne gâchons pas l'ambiance. Mais je l'avais déjà gâché. Ou peut-être pas. Peut-être que j'avais juste révélé ce qu'elle était vraiment. Ce soir-là, à la maison, Julien m'a tendu la serviette sur laquelle il avait dessiné. C'était la table du dîner, nous tous. Mais dans sa version, la moitié des gens avaient des têtes de loups. Pas des loups de dessin animé. C'étaient des créatures aux aguets, aux dents acérées. Mon frère, ma mère, les autres. Il ne s'était pas dessiné lui-même. Je suis restée assise à regarder le dessin pendant un long moment. Puis je suis allée à mon bureau, je me suis connectée au portail de paiement des frais de scolarité, et j'ai annulé le prochain versement. Pas à cause de ce que Jérôme avait dit, mais à cause de ce que personne d'autre n'avait dit. Marc m'a dit que j'étais mesquine. Il a dit que Jérôme se comportait juste comme un frère, que c'était mon orgueil qui parlait. Il a ri, il a vraiment ri et a dit que Julien aurait oublié tout ça le lendemain matin, mais je ne pouvais pas arrêter de regarder cette serviette et la façon dont tous les loups souriaient. Après avoir annulé le paiement des frais de scolarité, je n'ai rien dit. J'ai attendu. 3 semaines plus tard, Mélanie m'a envoyé un texto, « Salut Claire, truc bizarre. On dirait que le paiement pour l'école d'art n'est pas passé. Tu pourrais vérifier ?» J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre. Pas bizarre. Je l'ai annulé. Elle n'a pas répondu. Le lendemain, Jérôme a appelé, droit au but, comme toujours, il a dit que sa carte avait été refusée quand ils avaient essayé de régler le problème, et il m'a demandé quel était mon problème. Je lui ai dit qu'il devrait probablement commencer à gérer lui-même les finances de sa famille. Il m'a traité d'amère. Je lui ai dit que j'étais juste fatiguée de nourrir les loups. C'est là que les choses ont commencé à changer, des petites choses, des choses silencieuses. Ma mère s'est soudainement passionnée pour les groupes de discussion familiaux,
envoyant des photos de famille, identifiant tout le monde sur des clichés de ce dîner comme si ça avait été un moment idyllique. Elle écrivait « Ma magnifique famille » sous chaque publication. Julien n'était sur aucune photo. Je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte. Puis est venue la fête d'anniversaire de la plus jeune de Jérôme. Tout le monde était invité sauf nous. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi, elle a dit « Tu as été si occupée ces derniers temps. J'ai pensé que tu voudrais avoir ton week-end de libre. » Je lui ai dit que nous avions un cadeau de prêt et tout. Elle m'a dit de le déposer sur le pas de la porte. Pas besoin d'entrer. Julien a entendu cette conversation. Il n'a rien dit, mais il a tranquillement rapporté le cadeau dans sa chambre, l'a ouvert et a commencé à jouer avec lui-même. Il n'a plus jamais posé de questions sur ses cousines. Je m'attendais à ce que Marc soit de mon côté, ou au moins neutre. Mais un soir après le dîner, il m'a dit qu'il avait vu Jérôme à la salle de sport et que Jérôme avait l'air assez contrarié par ce que j'avais fait. Il a dit qu'il pensait que je devais faire preuve de plus de maturité et m'excuser. Si ce n'était pas auprès de Jérôme, alors auprès de ma mère. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu, parce que tu rends les choses difficiles pour tout le monde. Alors, je lui ai posé une question que je n'avais pas prévu de poser. As-tu ri, à table, quand Jérôme a dit ça à propos de Julien? Il n'a pas répondu. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai cessé de le voir de la même manière. Après ça, j'ai commencé à me retirer discrètement de tout. J'ai annulé la femme de ménage que je payais pour chez mes parents. J'ai coupé les courses mensuelles que je couvrais pour ma mère depuis la mort de papa. J'ai arrêté de gérer la boutique en ligne que j'avais aidé Mélanie à créer l'année dernière. Je n'ai envoyé aucun message à ce sujet. Aucune annonce, j'ai juste débranché tout ce que je soutenais depuis des années. C'est là que les appels ont commencé. D'abord de ma mère, faisant semblant de ne rien remarquer. Puis des messages vocaux de Mélanie, chacun plus gênant que le précédent. Finalement, Jérôme lui-même, encore une fois, cette fois hurlant au téléphone que j'essayais de punir ses filles pour quelque chose qu'il avait dit. Je n'ai pas répondu, mais je n'avais pas encore fini. Loin de là, car il restait une chose à régler. Marc. Environ une semaine après que j'ai débranché la dernière chose, la boutique en ligne de Mélanie, j'ai reçu un appel du collège de Julien. La CPE m'a demandé de venir. Elle a dit que c'était juste une rencontre informelle, rien d'urgent. Alors j'y suis allée, je me suis assise en face d'elle dans un petit bureau lumineux avec des affiches plastifiées sur les murs sur la pleine conscience et la gentillesse. Elle avait l'air du genre de personne qui préparait probablement des gâteaux pour ses collègues et ne disait jamais de gros mots dans les embouteillages. Elle a souri, mais il y avait une tension derrière ce sourire. Elle a dit qu'il y avait eu une préoccupation, rien d'officiel, juste que quelqu'un avait contacté anonymement l'établissement au sujet d'un environnement familial potentiellement instable pour Julien. Elle a souligné que ce n'était pas une accusation, juste quelque chose qu'ils estimaient devoir vérifier. J'ai demandé si Julien avait dit quelque chose. Il n'avait rien dit. J'ai demandé s'il était en retard en classe. Il ne l'était pas. Puis j'ai demandé, est-ce que quelqu'un d'autre de ma famille a été en contact avec le collège? Elle a hésité, puis a dit qu'elle ne pouvait pas répondre à ça. C'était ma réponse. Je n'en ai pas parlé à Julien tout de suite. Inutile d'ajouter plus de poids sur ses épaules. Il allait mieux ces derniers temps, plus léger. Il avait même recommencé à peindre. De la vraie peinture, pas seulement des croquis. Sa dernière toile représentait une fille entièrement faite d'engrenages et de fils. Il l'avait appelée « puissance silencieuse ». Ce soir-là, j'en ai parlé avec Marc. Je pensais qu'il serait choqué, voire indigné, mais au lieu de ça, il s'est juste adossé à sa chaise, s'est frotté le visage et a dit « Peut-être qu'il est temps de parler à ta famille. » Pour crever l'abcès. Je lui ai demandé quel abcès il pensait qu'il fallait crever. Je lui ai dit que quelqu'un avait essayé de faire croire que je négligeais notre fils, et il pensait que la solution était une discussion autour d'un café. Il a soupiré comme s'il était fatigué de porter le fardeau de mes réactions. Puis il a gaffé. Il a dit, « Écoute, ce n'est pas comme si on n'en avait pas déjà parlé. » C'est là que tout est sorti. Ils avaient eu une réunion,
ma mère, Jérôme, Mélanie et Marc, dans un café du centre-ville, probablement à siroter des cafés crème en décidant comment gérer Claire. Je n'ai même pas été mentionnée jusqu'au moment de planifier la gestion des dégâts. Marc a dit que ce n'était pas une trahison, qu'il voulait juste les aider à comprendre ce que je traversais. Je lui ai demandé ce qu'il leur avait dit exactement que je traversais. Il n'a pas répondu. Il a juste dit qu'il pensait qu'il n'avait pas tort. Que j'allais peut-être trop loin. Que j'isolais Julien et que je coupais les ponts. Que je devais peut-être faire la paix. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est éteint. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. J'ai juste hoché la tête, je me suis levée de table, et pour la première fois depuis des années, j'ai verrouillé la porte de la chambre derrière moi. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Rien de drastique. Je voulais juste retirer le nom de Marc de quelques comptes, déplacer de l'argent. Je me suis dit que c'était juste une précaution. Plus tard dans la journée, Julien a scotché un nouveau dessin sur le frigo. C'était une maison, la nôtre, une petite maison de plain-pied dessinée au fusain et au pastel vert tendre. 2 personnes se tenaient devant, une femme et un garçon. Tous les autres étaient loin, au loin. Leur visage était flou. En haut, en petites lettres capitales, Julien avait écrit un mot, libre. Je suis restée là à le regarder pendant un long moment. Marc est passé devant 2 fois ce soir-là. Il n'a jamais dit un mot. Peut-être qu'il n'a pas reconnu la maison, mais moi si, parce que ce n'était pas celle dans laquelle nous vivions. Pas encore. 2 jours après avoir déplacé l'argent, Marc est rentré à la maison avec des fleurs. Il ne m'avait pas apporté de fleurs depuis plus d'1 an. Il les a posées sur le comptoir, m'a embrassé sur la joue comme si tout allait bien, et a dit que nous devrions sortir dîner. Juste nous 2. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce qu'on a été tendus. J'ai répondu, je n'ai pas faim. Il a hoché la tête, mais j'ai vu le changement dans ses yeux. Comme si le charme n'avait pas opéré comme il le pensait. Cette nuit-là, je suis restée éveillée pendant qu'il ronflait à côté de moi, me demandant combien de fois j'avais trouvé des excuses pour lui. À ma mère, à Jérôme, à Julien, à moi-même. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Sa voix était d'une douceur écœurante. Elle a dit qu'elle avait entendu par Marc que je me sentais dépassée et qu'ils priaient tous pour moi. Je lui ai demandé si elle avait appelé le collège. Elle a hésité juste une seconde de trop et a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Puis elle a ajouté ceci, tu as toujours été si entière, Claire. Même petite, tu ne savais jamais pardonner. Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Cet après-midi-là, Marc a reçu un appel de Jérôme pendant que nous déjeunions. Il l'a pris à table, a ri bruyamment, puis a quitté la pièce pour terminer la conversation. Julien m'a jeté un regard, n'a rien dit, mais j'ai vu sa main se crisper autour de sa fourchette. Après que Marc soit allé se coucher, j'ai ouvert son ordinateur portable. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Il n'y avait pas de mot de passe. Je ne sais pas s'il avait oublié d'en mettre un ou s'il ne pensait tout simplement pas que je regarderais un jour. Il y avait des messages, des dizaines, certains entre lui et Jérôme, certains avec Mélanie, certains avec ma mère. Il parlait de moi comme d'un projet, d'une variable instable, de quelqu'un qu'il devait gérer avec précaution pour que je ne fasse pas tout voler en éclats. Il parlait de Julien comme d'une créature fragile endommagée par mon besoin de gagner. Un message de ma mère m'a marqué. Il disait, elle nous punit parce que son gamin n'a rien de spécial. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai dit à Marc que je voulais qu'il quitte la maison avant la fin de la semaine. Il a cligné des yeux, a ri comme si je plaisantais, puis a réalisé que ce n'était pas le cas. Tu ferais vraiment exploser notre mariage pour ça. Oh, ai-je dit, je le fais exploser parce que tu n'as jamais été de mon côté. Pas une seule fois. Il a essayé d'argumenter, de dire que nous pouvions aller en thérapie, faire un voyage, repartir à zéro, mais chaque mot sonnait juste comme plus de bruit de fond, plus d'attente. Le vendredi, il était parti. Pas seulement de la maison, mais émotionnellement déconnecté. Il est parti comme quelqu'un qui fit une erreur.
Julien n'a rien dit quand Marc est parti. Mais ce soir-là, il s'est assis à côté de moi sur le canapé et m'a tendu tranquillement un papier plié. C'était un autre dessin, juste une route s'étendant devant nous. 2 petites silhouettes s'éloignant, des sacs à la main. Le soleil se levait en arrière-plan. Pas de titre, pas de nom, juste un message silencieux. Je savais ce que cela signifiait, et je savais ce qui devait suivre. Après le départ de Marc, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait honnête. Chaque pièce avait plus d'espace, comme si sa présence avait toujours pris plus de place qu'elle n'aurait dû. Julien n'a pas demandé où il était allé. Il n'a même pas sourcillé quand j'ai emballé les chaussures de Marc et les ai déposées sur le porche pour qu'il les récupère. Je m'attendais à un moment, une crise de larmes silencieuse, une question, tard le soir. Que s'est-il passé? Mais il n'y a rien eu. Juste le calme. Il dessinait davantage. Plus de loups. Plus de maisons non plus. Il a commencé à faire des cartes, des dizaines. Des villes dessinées à la main avec des routes sinueuses et des symboles inventés. Il les a scotchées sur ses murs. Une carte avait des rivières qui coulaient à l'envers. Une autre s'appelait « Le bord du suffisant ». Une autre n'avait aucune étiquette, juste des routes qui s'enroulaient autour d'un petit point noir au centre. J'ai demandé ce que signifiait le point. Il a dit « C'est là où nous sommes maintenant ». J'ai commencé à construire quelque chose, moi aussi. Discrètement, sans consulter personne, j'ai trouvé un poste de coordinatrice logistique en télétravail basé près d'Annecy. Des horaires stables, un salaire décent, pas de longs trajets, pas de politique de bureau. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. J'ai accepté le poste le jour même où j'ai visité un petit 3 pièces en location, niché derrière une rangée de pins. Les planchers craquaient, mais il y avait une véranda. Julien pourrait l'utiliser comme atelier. Je n'ai dit à personne que nous déménagions. Ni à Marc, ni à ma mère, ni à Jérôme ou Mélanie. Je n'avais pas l'impression qu'ils méritaient cette information. Un matin, pendant que Julien était au collège, j'ai décroché chaque photo du salon qui incluait le visage de Marc. Certaines étaient des photos de mariage. D'autres, de vieilles cartes de Noël de famille. Je les ai mises dans une boîte étiquetée pour lui, je l'ai poussé dans le placard de l'entrée et je ne l'ai plus jamais regardé. Ma mère a appelé 2 fois cette semaine-là. Je n'ai répondu à aucun des 2 appels. Mélanie m'a envoyé un email pour me demander si je pouvais lui envoyer le mot de passe des comptes fournisseurs que j'avais créés pour sa boutique. Elle disait qu'elle était bloquée et qu'elle avait vraiment besoin de mon aide. J'ai lu l'email, puis je l'ai supprimé. Puis Jérôme a finalement pris contact. Objet, tu as gagné. Le message était court, amer. Il disait que j'avais déchiré la famille en 2 pour rien. Que j'étais dramatique et qu'un jour Julien grandirait en m'en voulant de l'avoir isolé. Que je punissais les gens de ne pas applaudir un gamin qui ne l'avait pas encore mérité. Il a terminé par « J'espère que ça en valait la peine ». Je n'ai pas répondu parce que je savais déjà que c'était le cas. Julien est rentré le lendemain et m'a trouvé dans le salon en train de fermer des cartons avec du ruban adhésif. Je m'attendais à ce qu'il demande quelque chose. Pourquoi maintenant? Où? Et le collège? Mais au lieu de ça, il s'est juste assis et a commencé à plier tranquillement ses dessins. Pas tous, juste ceux qu'il disait vouloir emporter. Les autres, il les a roulés et les a glissés sous son lit. Nous avons fait nos cartons pendant les 2 jours suivants. Simple. L'essentiel, les vêtements, le matériel d'art, les affaires de cuisine. J'ai laissé Julien prendre une boîte de livres et une de ses outils. Il n'a rien demandé d'autre. La veille de notre départ, il a frappé à ma porte. Il tenait un nouveau dessin. Celui-ci était différent. C'était une large route ouverte serpentant à travers des montagnes avec des arbres qui se penchaient vers une petite cabane au bord d'un lac. De la fumée s'élevait de la cheminée de la cabane. Le chemin qui y menait n'avait que 2 paires d'empreintes. Il me l'a tendu et a dit « J'ai fait celui-ci pour la vraie vie ». En bas, il avait écrit « Commencez ici ». Je ne l'ai pas encadré ce soir-là. Je l'ai plié une fois, proprement,
et je l'ai glissé dans la boîte à gants de la voiture que nous allions conduire pour quitter la région le lendemain matin. Le temps que Marc reçoive l'avis de changement d'adresse par la poste, nous étions déjà partis. Nous sommes partis juste avant le lever du soleil. Julien dormait sur le siège passager, son sweat à capuche relevée, des écouteurs sur les oreilles, son carnet de croquis sur les genoux. Les routes étaient calmes, de ce calme qui vous donne l'impression de vous échapper de quelque chose, même si vous avez tout à fait le droit de partir. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que ça pourrait arriver, mais au lieu de ça, j'ai juste ressenti ce calme lent et brûlant, comme quand une tempête passe et que vous réalisez que le toit a tenu bon après tout. Le nouvel appartement était plus petit que ce à quoi nous étions habitués. 2 chambres, un toit en pente et une clôture tordue à l'arrière qui semblait avoir renoncé à se tenir droite. Mais il y avait d'un grand pin devant, et la véranda était encore mieux que dans mes souvenirs, pleine de fenêtres, la lumière inondant l'espace de tous les côtés. Julien l'a immédiatement réclamé. Il a étalé ses papiers, accroché ses cartes. En une journée, on aurait dit qu'il était là depuis des mois. Nous avons fait les courses ensemble, nous avons compris les horaires de bus, nous avons trouvé une librairie d'occasion à 5 rue de là où le propriétaire a laissé Julien épingler un de ses dessins sur le tableau en liège. Nous n'avons pas parlé de notre ancienne vie, pas une seule fois. Ce n'était pas une règle. Ça ne venait tout simplement pas sur le tapis. Quelques semaines plus tard, Julien a posé une question sur Marc. Nous déballions les derniers cartons dans la cuisine. Il l'a dit comme quelqu'un qui mentionne un film qu'il a vu un jour. Pas triste, juste curieux. Je lui ai dit, ton père va être très occupé pendant longtemps. Il ne sera peut-être pas beaucoup là. Julien a juste hoché la tête, a dit, d'accord. Puis il a sorti une tasse de la boîte étiquetée, fragile, et l'a posée sur l'étagère. C'était la tasse préférée de Marc, une que j'avais oublié de lui rendre. Julien ne l'a pas remarqué. Ou peut-être que si, et qu'il s'en fichait. Je pensais qu'il y aurait des retombées, un dernier effort désespéré de ma famille pour me faire revenir. Mais ils sont devenus silencieux, comme s'ils ne savaient pas comment réagir face à quelqu'un qui n'avait plus besoin d'eux. Le dernier message que j'ai reçu était un message vocal de ma mère. Sa voix était basse. Elle disait qu'elle espérait que je reviendrais à la raison, que les familles se disputent et que j'étais allé trop loin. Puis elle a dit, tu sais, tu manques à Jérôme. J'ai supprimé le message, non pas parce qu'il me mettait en colère, mais parce qu'il me semblait pathétique. Les mois ont passé. J'ai regardé Julien s'épanouir dans l'espace qui l'entourait. Il a rejoint un petit club de robotique à la bibliothèque municipale. S'est fait 2 amis qui aimaient construire des choses avec des matériaux de récupération. Il a commencé à sourire sans regarder par-dessus son épaule. Un soir, alors que nous mangions des plats à emporter par terre dans le salon, pas encore de table à manger, il a levé les yeux et a dit, « Tu sais ce qui est drôle ?» J'ai demandé quoi. Il a répondu, « Je crois que c'est le premier endroit où je me suis jamais senti vraiment moi. » Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé et j'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti le dessin, celui avec la cabane et les 2 paires d'empreintes. Je l'ai encadré, je l'ai accroché près de la porte d'entrée, pour que chaque fois que nous quittons la maison, nous le voyions. Et chaque fois que nous rentrons, nous savons exactement où nous sommes.